Salut, c'est Franck Taluto. Aujourd'hui, c'est avec Thierry Loret qu'on parle football et AS Saint-Etienne, puisque l'ancien entraîneur de Strasbourg et du Paris FC a été stéphanois en tant que joueur puis recruteur. Au programme également, Bernard Tapie, Lubomir Moravchik, l'évolution du foot ou encore la caricature dont il a pu être l'objet. Le Sud-Vert numéro 42, c'est parti. Bonjour Thierry. Bonjour. Vous étiez invité aux 90 ans de l'AS Saint-Etienne début novembre en tant qu'ancien vert, puisque vous avez joué ici un an, on va y revenir. En face, ironie de l'histoire, c'était le Paris FC, l'équipe que vous avez entraînée les 2 dernières saisons. Comment est-ce que vous avez vécu cette journée ? C'était un peu plus vieux à mon goût. On a mis un peu de temps pour y arriver, mais par contre, c'était très sympa. Voilà, c'était vraiment très, très sympa. J'ai pu revoir pas mal de personnes. J'ai même eu du mal à reconnaître un de mes anciens partenaires, vous voyez. Donc, le temps passe. Voilà, on a l'impression que c'était hier, et puis finalement, ça fait très, très longtemps. Mais c'était vraiment très, très sympa. J'ai pu croiser Aimé Jacquet, j'ai pu croiser Ivan Jurkovic, j'ai pu croiser Roland Romeyer, et puis d'autres anciens joueurs de la SSE. Ça a une place particulière dans mon cœur. Le timing était assez serré, parce que je crois que vous avez fait l'aller-retour de Montpellier dans la journée. Oui. Vous avez quand même pu revoir du monde, faire remonter des souvenirs ? Oui, bien sûr, bien sûr. Déjà, rien que le stade, l'ambiance qui était fantastique. Je trouve que c'est quand même, quand on regarde de près, c'est quand même un gros avantage pour les joueurs de la SSE d'avoir un public pareil, quoi. Voilà, parce qu'en plus, j'ai trouvé qu'il était très, très, très cool, parce que malgré la défaite, qui était somme toute tout à fait méritée, ils ont applaudi à la fin, ils ont continué d'encourager. J'ai trouvé que c'était une bonne chose. Ça m'a rappelé par certains côtés le public strasbourgeois qui se comportait de la sorte à l'époque où j'étais là-bas, quoi. Ce stade, Geoffroy Guichard, vous le connaissez bien, vous l'avez connu comme joueur, vous l'avez connu aussi beaucoup comme coach et comme coach adverse encore récemment. Mm-hmm. Mais j'imagine que c'était une des peut-être premières fois où vous veniez un peu, décontracté, sans enjeu vraiment. Est-ce que ça permet d'en profiter autrement ? On voit le match totalement différemment. C'est là qu'on voit que de temps en temps, faire un petit break, ça fait du bien dans la tête, parce qu'on analyse les choses totalement différemment. Il n'y a pas d'a priori, il n'y a pas de comment expliquer ça, d'instinct de défendre les couleurs à tout prix, et quelquefois même quitte à être un peu de mauvaise foi. Non, c'était franchement bien. Ça permet de voir les choses. Bon, pour être juste, je suis le championnat de Ligue 2 au travers des matchs, parce que j'arrive à télécharger certains matchs et je peux regarder certains matchs. J'avais vu Saint-Etienne plusieurs fois, parce que c'est vrai aussi qu'ils sont un peu spécialistes de la maison Bein Sport, avec Bordeaux. Et Paris FC, j'avais regardé aussi plusieurs matchs. J'avais eu l'occasion de les voir sur la première journée quand ils avaient joué contre le Stade Malherbe. Donc, je suis un peu toutes les équipes, mais ces deux-là en particulier. Voilà. Donc, ça permet de voir des choses qui se confirment, ou d'autres qui sont remises en cause. Voilà. Quelquefois, on analyse les choses d'une façon, et puis on s'aperçoit que, avec un peu de recul, un peu de distance, on arrive à voir les choses un peu différemment. On l'a dit, vous avez donc joué, alors j'allais dire une saison, mais c'est un petit peu même moins que ça à Saint-Etienne en 90-91, puisque vous aviez démarré avec le Paris Saint-Germain cette année-là. Oui. Vous pouvez nous raconter les conditions dans lesquelles vous êtes arrivé ici ? Disons qu'en fait, j'étais à Sochaux de 1988 à 1990. Et puis, j'avais une clause qui me permettait de quitter le club. Et il y a eu pas mal de clubs qui ont cherché à m'avoir dans leur effectif pour la saison suivante, dont Saint-Etienne. Et puis, il y a eu le Paris Saint-Germain aussi. Et c'était un peu un rêve. Alors, à l'époque, c'était même pas Canal+ qui était à la tête. C'était Francis Borrelli encore. C'était l'ancienne génération, je dirais. Et puis, mais malgré tout, Paris Saint-Germain, c'est un club qui faisait rêver. Puis j'avais un copain qui était dans l'équipe, Christian Pérez, à l'époque, et ça m'a tenté, voilà.
C'était même pas une affaire financière parce que j'aurais pu toucher beaucoup plus ailleurs, mais enfin bon, c'est pas grave. C'était surtout le fait d'aller à Paris pour connaître un peu ce que ça pouvait donner. Et puis ça a pas mal fonctionné, je dirais, d'un point de vue sportif, mais ça correspondait pas tout à fait à ce que je voulais. J'étais venu pour jouer derrière, et puis au bout de 3 matchs ou 4 matchs, on m'a sorti, et puis j'ai rejoué, mais au milieu de terrain. Donc j'avais joué la majorité des matchs pour autant, donc c'était pas une histoire de temps de jeu ni quoi que ce soit, mais ça ne me plaisait pas. Voilà. Et donc, Saint-Étienne avait fait un très mauvais début de championnat. Ils étaient derniers, et à l'époque, on m'a recontacté, André Laurent m'a recontacté, et ben, j'ai dit, comme j'avais déjà eu des relations à l'intersaison, ben, j'ai dit bingo. Et un jour, je suis rentré à la maison. On avait acheté une maison à Paris avec ma femme. On l'a jamais habité, en fait. Et un jour, je suis rentré. J'ai dit à ma femme, on s'en va. Elle me dit, mais quoi, on s'en va? Je dis, ouais, on va à Saint-Étienne. Elle me dit, mais t'es fou, quoi. Je dis, non, on va à Saint-Étienne. Et j'ai débarqué à Saint-Étienne. Et ça s'est super bien passé. J'ai rencontré des gars que je connaissais aussi, hein, Sylvain Castendeux, Jean-Pierre Cyprien, Étienne Mendy, Dominique Corroyer, avec qui j'avais joué à Valenciennes. Enfin bon, voilà, des garçons super sympas, des gars que je revois aujourd'hui, Jean-Pascal Brofoton, qui est entraîneur des gardiennes filles à Montpellier, par exemple. Enfin, donc, franchement, une super ambiance, des bons mecs. Et puis, on s'est sauvé à la fin de l'année, ça s'est très très bien passé. Lubo Moravchik, qui est un des plus grands joueurs avec qui j'ai eu l'occasion de jouer. Et puis on s'en est sorti, voilà, on a fini, je crois, 13e ou un truc comme ça, ça devait être ça, je pense, 13-14e. On a fait une bonne deuxième partie de saison, franchement, il y avait une très bonne ambiance dans l'équipe. Et puis on a démarré l'année suivante sans problème, je veux dire, on faisait la pré-saison, et une semaine avant le début du championnat, on a mis un joueur dans mes pattes, quoi, en fait. Donc, sans explications, sans rien. Donc j'ai trouvé ça un peu pas très cavalier, on va dire. Et puis, on a joué le premier match, on a gagné, j'étais remplaçant, je ne suis pas rentré. Bon, d'accord. On a joué le deuxième match à l'extérieur, on l'a perdu et je ne suis pas rentré. Donc, je suis allé voir le président, je dis, bon, il doit y avoir un problème parce que quand on gagne, je ne rentre pas, et quand on perd, je ne rentre pas non plus. Donc, dites-moi à quoi je sers. Et en fait, Montpellier qui avait, j'essaie de vous la faire courte, hein, mais Montpellier qui avait mal débuté la saison avec 2 défaites, m'a appelé au lendemain du deuxième match, et j'ai dit, bon, bah voilà, je reviens à Montpellier. C'était Robert Nouzaret à l'époque qui était manager à Montpellier Hérault. Et donc, je suis revenu à Montpellier. Voilà. J'ai quitté Saint-Étienne et je suis arrivé à Montpellier. D'accord, c'est donc été une histoire express, peut-être intense, je ne sais pas. Ouais, mais sympa, très sympa, très sympa. J'ai adoré la vie là-bas parce que les gens étaient vraiment extrêmement gentils. Voilà, que ce soit par le football ou en dehors, parce que mon petit a commencé à aller à l'école à Saint-Just-à-Rambert à l'époque, et les gens étaient adorables. Voilà, donc pas seulement parce que j'étais footballeur. Les gens, d'une manière générale, étaient très sympathiques. Voilà, on a eu de très très bons contacts. C'est pour ça que quand on est reparti, ce week-end, ça a remué quelques trucs et j'ai trouvé ça très très sympa. Voilà. Pour revenir un petit peu dans le détail de cette année-là, vous avez grandi du côté de Troyes, il me semble. Vous êtes né en 1964. Oui. Vous êtes donc un enfant de l'épopée des Verts, comme plein de petits Français de l'époque. Complètement. Même s'il s'était passé beaucoup de choses entre-temps de négatifs, que représentait ce club au moment pour vous de signer? Reims, je n'ai pas connu. Donc, c'était un peu trop vieux pour moi. Et Saint-Étienne, c'était vraiment la première épopée qui transcendait tout le monde, quoi. Enfin, dans toute la France, quoi. Et c'est vrai que j'ai eu l'occasion par la suite, lors des déplacements, quand j'étais joueur, hein, avec Saint-Étienne, d'aller dans toute la France. Et il y a dans toute la France, il y a des associations de supporters, quoi. Moi, je trouvais ça fantastique, quoi. On était soutenus partout, quoi. Donc, c'était extraordinaire, quoi. Et malgré des résultats qui étaient très moyens à cette époque-là. Hein. Donc, non, moi, l'épopée de Saint-Étienne, Kurkovic, Piazza, Lopez, Janvion, Farison, Santini, Larquet, Sinehegel, Battenet, les frères Revelli, Rocheteau, Saramagna, Triantafilo, je peux vous donner tous les noms, il n'y a pas de problème. Non, ils m'ont. Moi, quand tu es gamin et que tu vois ça, tu te dis, ouais, et puis une ambiance pareille, de folie. Alors, c'est vrai que ça fait un peu football à l'ancienne aujourd'hui, mais j'aime bien l'idée de repartir dans cette période-là, quoi, voilà, parce que c'était vraiment sympa, quoi, voilà. Et à ce moment-là, alors, j'ai enregistré une émission avec le président Laurent il y a quelques mois, justement. Donc, il m'a raconté son mandat, l'état dans lequel il a trouvé le club après l'histoire de la Caisse Noire. Alors, vous, quand vous arrivez, le club est quand même remonté en première division sans forcément retrouver la place qu'il avait avant. Complètement. Est-ce que on sentait encore un peu ce traumatisme, ce poids du passé, ou voilà, le club était dans une nouvelle ère et il essayait de se reconstruire sereinement? On savait que c'était pas la meilleure période de Saint-Étienne, ça c'est clair.
Voilà, donc après, c'est toujours difficile d'être et d'avoir été. Vous voyez, Mhm. quand vous passez après des gens qui ont eu beaucoup de résultats, c'est toujours compliqué de pouvoir rivaliser avec ça, quoi. Donc, qui plus est, après cette fameuse histoire, quoi. Donc, forcément, on savait que c'était un peu compliqué, mais je trouve qu'on avait, sans avoir des joueurs d'un renom extraordinaire, on avait quand même une équipe qui était plutôt sympa, quoi. Donc, il y avait matière, peut-être même il y avait matière à faire mieux, quoi. Voilà, ça c'est clair, hein. C'est clair. Eh ben, écoutez, on va passer sur la fin de votre aventure. Il y a quelque chose qui m'a amusé, c'est que on dit tout le temps que dans les années 80-90, les joueurs restaient plus longtemps dans les clubs, etc. Enfin voilà, il y a ce genre de discours. Et c'est vrai, quand on Mhm. reprend votre fiche, vous avez changé de club pratiquement chaque année pendant 3-4 ans avant de vous fixer à Montpellier. Vous aviez la bougeotte, c'était une question de caractère comme au Paris Saint-Germain. Comment Pas du tout tout. ça s'est fait? Pas du tout. C'est assez simple à expliquer d'ailleurs. Je vais vous le faire en 30 secondes. J'ai quitté Valenciennes parce que Valenciennes, chaque année, devait vendre, entre guillemets, son joueur le plus bankable, on va dire. Voilà. Et une année, c'était moi. En 86, c'était moi. D'accord. Donc j'ai signé à Marseille. C'était la première année de Bernard Tapie avec Hidalgo, avec Michel Hidalgo et puis Gérard Banide. Donc j'ai signé à Marseille pour 4 ans. Et on a terminé deuxième du championnat et on a perdu en finale de Coupe de France. Et à chaque fois, c'était contre Bordeaux. Donc, il y avait une animosité réelle entre Claude Bèze, le président de Bordeaux, et puis Bernard Tapie. Et donc, à la fin de la première année, il a dit on va recruter des joueurs un peu plus expérimentés. Et donc, forcément, les jeunes joueurs dont je faisais partie on a demandé à ce que je sois prêté. Donc, j'ai été prêté un peu contre mon gré, parce que moi, j'avais aucune raison de vouloir être prêté, mais j'ai accepté. Et je suis parti à Montpellier. Donc, quand je suis parti à Montpellier, je suis resté un an à Montpellier. Ça s'est super bien passé. Le club montait de Ligue 2 en Ligue 1. On a terminé troisième du championnat. Donc, on était qualifié pour la Coupe d'Europe. Tout allait bien. Montpellier voulait me garder. Marseille a refusé. Donc, je devais repartir à Marseille. Et finalement, Marseille, entre-temps, a décidé de faire venir Franck Sauzé. Donc, j'ai été échangé contre Franck Sauzé avec une somme d'argent. Enfin, vous devinerez facilement de quel côté était la somme d'argent. Et donc, résultat des courses, je me suis retrouvé à Sochaux. Et à Sochaux, j'avais signé un contrat de 2 ans avec une troisième année éventuelle. Donc, j'ai fait mes 2 ans à Sochaux. Et après, je suis parti à Paris. C'est vrai que là, Paris, Saint-Etienne et Montpellier, j'ai fait beaucoup de clubs en peu de temps, mais c'est les aléas qui ont fait qu'à un moment donné, voilà, il y a des gens peut-être qui estiment que tu ne peux plus jouer dans leur équipe. Je ne sais pas. Enfin, ce qui est sûr, c'est que ça ne venait pas de moi, parce que moi, j'étais très bien à Saint-Etienne. Et j'avais fait toute la préparation, j'avais aucune raison de quitter Saint-Etienne. On m'a un peu poussé à aller voir ailleurs, il faut être honnête. Et d'ailleurs, après, j'ai fait 7 ans de suite à Montpellier. Voilà, j'ai fini ma carrière à Montpellier. Exactement, c'est ce que j'allais vous dire. Vous avez quand même évoqué un nom qui m'intéresse forcément, puisque ça a été d'autant plus d'actualité que Netflix lui a consacré une série, c'est Bernard Tapie. Je pense qu'il était au début de son mandat marseillais. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vos Tout souvenirs à avec fait, lui? c'est la première année. Il a racheté le club en avril et moi je suis arrivé au mois de juin. Voilà. Quels souvenirs vous gardez de votre collaboration avec lui? C'est un peu mitigé parce qu'en fait, au niveau du club, c'était moi sur la première année, hein, je ne peux parler Oui, que de bien la sûr. première année, le reste, je ne peux pas en parler parce que je n'y étais pas. C'était très très bien, c'était bien. Mais à côté de ça, il y avait des choses qui étaient parfois un peu compliquées, quoi. Voilà. Mais c'est par la suite que je pense que les choses se sont un peu plus, comment dire ça a un peu empiré, on va dire après. Voilà. Même si les résultats étaient là. Mais moi, j'ai absolument rien à lui reprocher. Il a amené une dynamique vraiment positive. Alors la première année, avec Gérard Banit comme entraîneur et avec Michel Hidalgo comme manager général, il y avait aucun souci. Tout était fait dans l'ordre. Franchement, il venait au match à chaque fois. Il nous boostait. Il était très, très convivial. Ça se passait très, très bien. C'était même surprenant parce qu'un jour, on allait jouer au Matra Racing, je crois, au bout de 3 4 journées. On s'est retrouvé dans le journal de 13 heures sur TF1. Voilà, bon, bah, voilà. On avait un sponsor qui était Maison Bouygues, hein, Oui. donc ça facilitait les choses, forcément, à l'époque. Mais, euh, mais quoi qu'il en soit, il y avait des petites choses surprenantes, voilà, qui étaient marrantes. Moi qui étais jeune à l'époque, j'étais un peu surpris, j'étais un peu aux anges. C'est vrai qu'avec le recul, on se dit, bon, finalement, bon, c'était peut-être pas si fantastique que ça. Mais quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un qui, moi, sur l'année que j'ai passée à Marseille, a été vraiment très, très bien. C'était un bon président et qui surtout était impliqué et boostait l'équipe. Voilà. Et il communiquait beaucoup plus forcément avec des garçons comme Alain Giresse, comme Jean-François Domergue, comme Joseph-Antoine Bell, voilà, des garçons qui avaient un peu plus d'expérience et qui lui permettaient d'avoir des retours et surtout
des bons retours, parce que quand on a l'expérience de garçons pareils, bon, bah, on est capable d'avoir un avis précis sur la situation, quoi. Et comme les résultats étaient là, il y avait une dynamique qui était vraiment extraordinaire, parce que tous les matchs étaient à guichet fermé au stade Vélodrome à l'époque. C'était 44 000 ou 45 000 personnes. Et c'est vrai que quand tu arrivais dans ce stade, tu étais porté, quoi. Et il avait créé des choses, des animations avant le match, à la mi-temps du match, à la fin du match. J'ai vu débuter Mylène Farmer au stade Vélodrome, par exemple. Je ne savais pas qui c'était Mylène Farmer. Je l'ai vu débuter en 86 au Vélodrome. Voilà. Donc, des choses. Il y avait de tout. Il y avait de la chanson, il y avait du cirque, il y avait des initiations sportives, des démonstrations. C'était un régal. C'était un régal parce qu'on arrivait, les gens étaient dans une ambiance positive. Voilà. Ouais. Et donc, il n'y avait pas. Ça poussait et les gens voulaient voir un spectacle et autour d'un match de football, quoi. Il n'y avait pas que le match de football comme aujourd'hui. J'avance dans le temps pour venir sur une autre phase de votre carrière. Je crois que vous avez arrêté à Montpellier en 1998 et vous êtes tout de suite passé dans l'encadrement. C'était une vocation pour vous de vous diriger vers ce métier d'entraîneur, d'éducateur ? Ouais, quand j'ai signé, j'ai déjà passé mes premiers diplômes quand j'étais encore à Valenciennes à l'époque et je rentrais chez moi en vacances, chez mes parents. J'ai un ami qui est toujours là-bas, mais qui est plus CTD là-bas, mais il était CTD à l'époque et qui m'a dit: Thierry, écoute, tu as 18 ans, tu peux passer les diplômes, viens passer les diplômes. Alors j'ai passé initiateur, enfin toute la batterie pour mettre le pied à l'étrier, voilà. Et puis, quand j'ai signé mon dernier contrat comme joueur à Montpellier, j'avais 3 ans de contrat comme joueur et 3 ans de reconversion. Alors, la seule chose, c'est qu'à cette époque-là, on ne savait pas encore si ce serait au niveau du centre de formation, est-ce que ce serait avec l'équipe professionnelle. Enfin bon, on n'avait pas tout à fait défini le truc. Et puis, c'est avéré que quand j'ai terminé ma carrière, l'entraîneur, c'était, je ne sais plus si c'était Michel Mézy encore qui était entraîneur à l'époque. Oui, c'était Michel Mézy. Et il arrêtait. Et c'était Jean-Louis Gasset qui était adjoint, qui passait numéro 1. Et il cherchait un adjoint. Et donc, un jour, il m'a convoqué, il m'a dit: Thierry, voilà, j'aimerais que tu sois mon adjoint. Donc, on a fonctionné comme ça. Jean-Louis comme entraîneur principal, moi comme entraîneur adjoint, et Gilles Saint-Printemps comme entraîneur adjoint, mais plutôt responsable des gardiens à l'époque. Donc, on était 3 anciens. Enfin, aujourd'hui, on peut parler de 3 anciens Stéphanois. Effectivement, oui. Dans votre construction en tant qu'entraîneur, est-ce qu'il y a des choses, des attitudes, des exercices que vous avez repris chez certains des entraîneurs que vous avez vous-même connus en tant que joueur ? Ouais, alors après, on les modifie un peu parce qu'il faut quand même réactualiser un petit peu. Puis il y a des choses qui ont totalement disparu. Il y en a d'autres qui demandent juste un petit ajustement. Et puis il y en a qui sont encore totalement d'actualité, quoi. Mais justement, je viens de parler de Jean-Louis Gasset, par exemple. C'est quand même quelqu'un qui, dans sa façon de faire, m'a inspiré. Je veux dire, je ne voudrais surtout pas faire un copier-coller. Chacun a sa personnalité, chacun doit faire avec son ressenti. Et ma carrière de joueur, je dois entraîner en fonction de tout ce que j'ai pu retenir d'intéressant durant ma carrière de joueur. Mais Jean-Louis, ça a été quelqu'un d'inspirant pour moi. Sylvester Takak à Sochaux, ça a été dans un autre domaine, ça a été quelqu'un d'inspirant aussi. Voilà, c'était quelqu'un qui était très, très rigoureux sur le travail, sur les consignes, sur le respect. Voilà, et donc moi, c'est quelque chose qui m'allait très bien, quoi. Voilà, donc quand il y a des choses qui vous impactent positivement, forcément, vous en tenez compte quand vous devenez entraîneur, quoi. C'est une évidence, quoi. Jean-Louis, c'était plus sur le côté stratégie, tactique, voilà, qui était important à ses yeux. Vous avez dit quelque chose qui est intéressant, qu'il faut savoir s'adapter au changement du foot. Ce sport, vous l'avez vu évoluer comment en 25 ans de coach ? Ah là, ça a évolué à une vitesse phénoménale. Ouais, ouais. Aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué. Alors, je pense que les gens qui ont mon âge, ou certains qui sont un peu plus vieux, mais il ne doit plus y en avoir de trop, et ceux qui sont légèrement plus jeunes voient la différence aujourd'hui. C'est vrai qu'un entraîneur aujourd'hui qui débute à 35-40 ans, il ne voit certainement plus du tout les choses comme nous on les voyait au même âge, quoi. Voilà, ça c'est une évidence, quoi. Donc il y a beaucoup de choses qui sont arrivées dans le football et pas forcément que des bonnes choses. Il y a eu de très bonnes choses, que le football s'est amélioré quand même.
Il y a quand même des axes qui font qu'on peut penser que le football s'est amélioré. Mais par contre aussi, il y a quand même notamment au niveau de la mentalité, des environnements des joueurs qui viennent un peu pourrir les relations quelquefois, quoi. Voilà, c'est assez complexe, quoi. On a vite fait je ne vais pas dire un effectif, mais quelques joueurs à dos si les choses ne vont pas dans le sens où pour ces gens-là, elles doivent aller, quoi. Donc ça, je trouve qu'il y avait des collectifs beaucoup plus solides, et ça c'est tout à fait personnel, hein, mais il y avait des collectifs beaucoup plus solides à l'époque où moi j'étais joueur, quoi. Voilà. Il y avait beaucoup de choses qui se faisaient en commun et qui étaient vraiment partagées. L'individualisme est venu progressivement, quoi. Voilà. Et donc aujourd'hui, on est vraiment dans un sport qui joue à 11, mais avec 11 individualités, quoi. Et donc c'est toujours embêtant de voir ça parce que nous, l'objectif, justement, c'est d'empêcher ça. C'est d'empêcher ça. C'est qu'il y ait des relations qui se fassent entre les joueurs. Et malheureusement, c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. Je dis pas que c'est 100% ça. Je dis simplement on tend vers ça. Voilà, ça c'est clair. Donc c'est assez compliqué à bien gérer tout ça. Et donc il faut s'adapter à tout ça. Voilà, il y a un discours qui doit être différent. Il y a des séances qui doivent être différentes. Il y a beaucoup de choses à mettre en place pour justement tendre vers ce qu'on veut avoir comme résultat final. C'est une évolution qui est propre au foot ou qui est plus largement sociétale pour vous? Ça fait forcément partie de la société aussi, oui. Après, je pense qu'il y a une grosse partie quand même qui est liée au foot parce que vous me parlez d'il y a 25 ans, mais il y a 25 ans, il n'y avait pas des tonnes d'argent dans le football, Mmh. quoi. 25-30 ans. C'était Bernard Tapie, voilà, on parle de Bernard Tapie tout à l'heure, 86, c'est Tapie Lagardère, c'est là, à partir de ce moment-là, où la bascule se fait dans un monde où il y a beaucoup d'argent qui arrive dans les clubs. Alors notamment Marseille, le Racing, Matra Racing, Bordeaux, voilà, les gros clubs français de l'époque. Mais enfin, les gros clubs, quand je parle de gros clubs, c'est gros moyens surtout, voilà. Donc, c'est à partir de ce moment-là que ça bascule. Mais jusqu'alors, l'argent ne pourrissait pas les choses. Aujourd'hui, n'importe quel gamin de 16 ou 17 ans, il veut signer un contrat pro et il veut de l'argent. Voilà. S'il n'a pas l'argent, ben, il ne signe pas son contrat de stagiaire ou son contrat professionnel et il part ailleurs. Voilà, donc c'est toujours embêtant, quoi. C'est toujours embêtant d'avoir cette espèce d'épée de Damoclès au-dessus de la tête, de pression, presque de chantage dans certains cas, qui est toujours regrettable, quoi. Voilà. Donc c'est aussi pour ça que je trouve que malgré tout, le championnat de Ligue 2 nous met un peu plus à l'abri de ça que le championnat de Ligue 1. Voilà. Donc c'est malheureux. Heureusement, je ne tire pas sur tout le monde. Il y a des clubs encore où il y a un côté assez familial qui reste et qu'on arrive à gérer les choses de manière un peu plus tranquille. Mais il y a suffisamment d'exemples au haut niveau qui montrent que c'est compliqué pour que certaines personnes s'identifient à ça. Et donc forcément, ben, quand tu joues dans un club moyen de Ligue 1 ou un club moyen de Ligue 2, c'est pas la peine de regarder ce qui se fait à Manchester City, au PSG, à Marseille ou ailleurs. Tu ne seras pas à ce niveau-là, donc c'est pas la peine. Et pourtant, il y a pas mal de jeunes et de joueurs, quelquefois un peu plus confirmés, qui comprennent pas certaines choses parce qu'ils pensent que ce qui se fait dans les clubs de haut niveau, ça peut se faire dans des clubs moyens. Et ben non, c'est pas ça, c'est pas tout à fait ça. Donc c'est assez délicat par moment. C'est pas irréversible, hein, mais c'est délicat. C'est délicat. Voilà, quelquefois, on peut perdre le fil rapidement et sans s'en rendre compte réellement. Et une fois qu'on perd le fil, c'est très compliqué. Individuellement, quelquefois, ça peut être compliqué parce que il y a souvent un environnement qui est particulier. Un jeune joueur, il va avoir son agent, il va avoir ses parents, il va avoir le boss du quartier, il va avoir, vous voyez, il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte, hein. C'est du vécu tout ça, hein, donc il n'y a pas de problème. Je sais de quoi je parle, mais donc ça c'est sur le plan individuel. C'est compliqué quelquefois de faire comprendre à un garçon que bah, dans l'intérêt collectif, il vaut mieux faire ceci ou faire cela, avoir tel type de préparation, faire tel type de geste, enfin se comporter de telle façon. Mais c'est difficile pour lui à entendre parce que les gens qui sont autour de lui le voient comme un génie et le conseillent d'une autre façon. Ça c'est la première des choses. Et après collectivement,
par rapport au collectif et à l'effectif qu'on a, par moment, il y en a qui ont l'impression que vous voulez les faire jouer autrement, alors que ce n'est pas du tout le cas. On essaie surtout d'exploiter au maximum leur qualité et surtout de gommer au maximum leurs défauts, quoi. Voilà, parce que malgré tout, ils ont quelques défauts. Et c'est cette, euh, toutes ces discussions avec ces joueurs-là qui vont faire qu'à un moment donné, bah, il y aura peut-être un déclic ou il n'y en aura pas, quoi. Voilà, moi, je vois certains joueurs que j'avais ces derniers temps et je suis leur parcours après. Et j'ai envie de leur dire, ben, finalement, tout ce qui vous arrive, c'était prévu, quoi. C'était prévu, c'était prédit. Et pourtant, je ne suis pas devin, mais parce que s'il n'y a pas une remise en cause complète du joueur par moment, je dis bien par moment, c'est pas tout le temps, hein. Et c'est aussi, ça peut être aussi une remise en cause de l'entraîneur et du Ouais, bien staff, sûr. hein, que les choses soient bien claires. Que les choses soient bien claires, ça va dans un sens, mais ça va aussi dans l'autre. Et la différence, c'est que nous, avec l'expérience qu'on a, on voit de suite quand ça ne va pas ou quand on n'est pas dans la bonne direction et on essaie d'inverser les choses. Alors, quelquefois, ça ne marche pas et quelquefois, ça peut fonctionner. Mais les joueurs, eux, ont beaucoup plus de difficultés. Ben, c'est la jeunesse aussi, c'est ça. On a toujours l'impression qu'on détient la vérité, entre guillemets, quoi. Voilà, donc, et quelquefois, ben, ça peut limiter la progression, quoi. Voilà, c'est surtout ça. Il y a une autre évolution sur laquelle j'aimerais bien vous entendre, c'est la technologie qui est, bah, à l'image, encore une fois, de la société qui est de plus en plus présente. Voilà, dans le foot, les stats, la vidéo, les GPS, etc. Est-ce que ça a changé votre manière d'exercer votre métier au quotidien? Moi, pas fondamentalement. Par contre, j'en tiens compte. Voilà, quand on fait une vidéo, par exemple, il est clair que on peut avoir des éléments avec, grâce aux data, grâce aux stats, qui vont enfoncer le clou. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que voilà, vous pouvez capter là, un peu plus l'attention de vos joueurs dans certains domaines. Maintenant, c'est pour autant, je ne fonctionne pas qu'avec ça, loin de là. Au contraire, j'estime que en toute humilité, que les choses soient bien claires, hein, il n'y a pas de prétention, aucune prétention dans ce que je vais vous dire, mais j'ai une carrière de joueur et j'ai une carrière d'entraîneur qui aujourd'hui me permet d'avoir une connaissance suffisante, je dis bien suffisante, du football pour savoir ce qui est bon ou moins bon pour les joueurs. Donc, j'estime que l'œil, le mien, mais celui de mon staff aussi, et des gens qui m'entourent, c'est-à-dire directeur sportif, ou même voir mon président, pourquoi pas, parce qu'il il peut très bien avoir une vision un peu différente et on peut en discuter, il n'y a pas de problème, même si les choix sont toujours faits par l'entraîneur, euh, font que on essaie de minimiser les risques. Donc, en général, on en discute suffisamment pour prendre des décisions qui sont les plus cohérentes et les plus justes possibles dans le bon sens. Et donc, forcément, les chiffres peuvent corroborer tout ça, mais pas toujours. Donc, de temps en temps, on les utilise, de temps en temps, on les utilise beaucoup moins, quoi. D'accord. Voilà. Mais après, où on peut aussi peut-être améliorer un peu les choses, mais en tenant compte de certains paramètres aussi, puisque j'ai vu hier une équipe de Toulouse, par exemple, où le recrutement se fait beaucoup là-dessus. En termes de recrutement, c'est quelque chose qui peut être intéressant aussi. Voilà, on peut l'utiliser aussi. Il y a la vision qu'on a du joueur, il y a les résultats du club, et puis il y a les performances personnelles aussi. Voilà. Donc, il y a des choses qui peuvent être intéressantes aussi là-dessus. Moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas les utiliser, je ne dis pas qu'il faut marcher à 100% avec ça. Je dis que ça peut aider, on peut y avoir recours par moment et ça peut être intéressant. Par rapport à votre construction en tant que coach et l'accumulation de ces connaissances, ces compétences, justement, il y a une étape forcément sur laquelle je voudrais m'arrêter. C'est votre passage à Saint-Étienne en tant que superviseur, je crois, en 2011. Recruteur, parce que j'étais officiellement, je vais bien parler, je ne règle pas de compte avec qui que ce soit, je dis simplement que officiellement j'étais le seul recruteur professionnel. Du moins, je dépendais de Christophe à l'époque. J'étais au chômage, Christophe j'attendais un Galtier. poste et puis j'ai pas eu de poste. Christophe Galtier, bien entendu. Donc voilà, il y a eu cette opportunité. Moi, j'ai trouvé que c'était intéressant pour moi. Ça pouvait m'offrir une autre branche, je dirais, à ma construction. Et en fait, ça a été une très, très bonne initiative parce que j'ai travaillé pendant 9 mois là-bas. Au départ, il n'y avait pas de temps, hein, il n'y avait pas de durée déterminée au départ.
Mais sauf au bout d'un moment, j'ai eu une offre d'un club de Ligue 2. J'avais eu 2 offres de club de national, et c'est vrai que je m'étais dit non, Saint-Étienne m'a tendu la main, je peux pas les laisser tomber comme ça. Et puis, il y a eu Arles-Avignon qui était en Ligue 2, qui n'était pas forcément bien classé. Et ils ont appelé directement Christophe dans un premier temps parce qu'ils le connaissaient dans la mesure où Jordan, le Oui. fils de Christophe, jouait à Arles-Avignon. Et donc, ils ont appelé Christophe pour lui demander si ça lui posait problème ou quoi que ce soit. Christophe a dit non, non, il n'y a pas de problème, vous pouvez le prendre, il n'y a pas de souci. Donc, ils m'ont appelé ensuite, et puis j'en ai discuté avec Christophe. Et Christophe m'a dit non, non, mais il faut que tu saisisses l'occasion, il n'y a pas de problème, c'est quelque chose il faut y aller, c'est le meilleur moyen pour toi de remettre le pied à l'étrier. Donc, j'ai écouté ces arguments, et puis je suis parti. Mais quoi qu'il en soit, pendant 9 mois, c'était très très bien. Voilà, j'avais mon bureau à l'Étra. Et puis, je dormais d'ailleurs à l'Étra parce que j'avais une chambre. Comme j'étais pas là régulièrement, il m'arrivait d'être beaucoup sur les Mhm. routes. Quelquefois, je partais 5, 6, 7 jours aller en France ou à l'étranger avec la voiture. Et par contre, je me suis tapé pas mal de kilomètres, ça c'est clair, hein. L'Allemagne, enfin la Suisse, l'Allemagne, les Pays-Bas. J'ai fait aussi un peu l'Italie, le Danemark, la Belgique, le Portugal, pas mal aussi. Donc bon, on travaillait beaucoup sur l'Europe à l'époque parce que la Roumanie, donc on a fait pas mal de kilomètres pour trouver des joueurs à bon marché parce qu'en fait, à l'époque, Saint-Étienne ne pouvait pas payer des transferts mirobolants pour les joueurs qui voulaient recruter. Et donc, c'était toujours assez complexe parce qu'il fallait faire baisser les prix. Et donc moi, j'étais là, j'étais chargé de trouver les opportunités. Et puis après, c'était Stéphane Tessier qui était directeur financier à l'époque, enfin directeur général, qui est à l'OM aujourd'hui, mais qui était à Saint-Étienne à l'époque et qui gérait tous les dossiers en connivence avec Christophe et Roland Il y en Romilly. a certains qui se sont concrétisés. Oui, oui, bah c'est l'année où j'étais sur Saint-Étienne, on a fait Max Alain Gradel, que j'avais super. J'ai oublié l'Angleterre, ouais, j'étais allé le voir en Angleterre. Je l'avais vu déjà dans un premier temps à Genève avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Il m'avait fait vraiment une très bonne impression. Et puis j'ai dit à Christophe, il faut que je le revoie parce que c'est très intéressant. Et donc il jouait à Leeds à l'époque en Championship. Je suis allé à Leeds et il s'est fait expulser au bout de 20 minutes. Ouais, donc quelquefois c'est ça aussi être recruteur. Donc, moi, j'avais gardé une très bonne impression. Alors, pour être juste, c'est qu'au départ, c'est Bernard Cayazo qui m'avait suggéré le nom. C'était un agent qui lui avait parlé de Gradel. Il m'avait dit, tiens, Thierry, ça vaut peut-être le coup d'aller le voir. Donc, je suis allé le voir. Et puis, finalement, on l'a fait. Voilà. Donc, je trouve que ça a été plutôt une bonne recrue. Ensuite, on a fait Nikolica aussi, le Roumain, qui est au Steaua Bucarest. Donc, pareil, j'ai traversé la Roumanie là, pour aller le voir jouer avec son club. Il m'avait fait une très bonne impression aussi. C'était pas cher. C'était un capitaine du Steaua Bucarest, international roumain. Donc on savait qu'au tarif où on allait le prendre, c'était vraiment une affaire. Donc il a fait, je crois, 2 ans à Saint-Etienne avant d'aller à Nantes. C'était un très bon joueur. Franchement, il y avait des petites lacunes tactiques que Christophe a dû travailler quand il est arrivé, mais c'était plutôt une bonne affaire. Et puis un autre joueur qu'on a fait venir, c'était un Brésilien qui jouait au Portugal, à Braga, qui s'appelait Bien Paolao, sûr. qui était en fin de contrat. Et on pensait réellement que c'était une bonne affaire. Et en fait, il a eu un gros problème d'adaptation, notamment avec sa famille dans la région stéphanoise. Voilà. Donc, c'était pas l'aspect footballistique qui buguait, c'était surtout l'adaptation qui n'a pas été suffisamment bien gérée, je dirais, ou qui a été adaptée. Quoi. Voilà. Donc, il est parti après, mais on l'avait eu gratuit, donc c'était pas, ça ne nous coûtait pas vraiment d'argent. Quoi. Ce rôle de superviseur, il vous a permis de prendre un peu de hauteur par rapport au banc de touche. Est-ce que ça vous a servi pour la suite? Complètement. Surtout dans la connaissance des joueurs déjà. Ça, c'est important parce que tu vois un maximum de matchs. Alors souvent, je partais le jeudi, j'allais voir des matchs d'Europa League. À l'époque, il y avait l'Europa League le jeudi. Donc j'allais souvent voir des matchs d'Europa League le jeudi. Le vendredi, j'essayais de voir des matchs de Ligue 2, ou en France ou à l'étranger, peu importe. Ensuite, le samedi, dimanche, c'était consacré aux matchs alors de Ligue 1, mais que ce soit en France, Suisse, Belgique, Pays-Bas, parce qu'on travaillait surtout en priorité sur ces championnats-là. Et puis le lundi, il y avait souvent un match de Ligue 2 qui était décalé en France. Donc dès que je pouvais y aller, notamment dans la partie nord de la France, bah, j'y repassais. Et puis je rentrais le mardi donc j'étais parti le jeudi, je rentrais le mardi et je faisais ça très très souvent. Quoi, voilà.
Donc je voyais plus les dirigeants stéphanois, les joueurs stéphanois ou les gens stéphanois que ma propre femme et mes enfants, quoi, voilà. Donc, mais bon, il faut savoir ce qu'on veut aussi, quoi. Donc, ça permet aussi d'avoir un éventail de joueurs, d'agents aussi, parce que j'ai rencontré beaucoup d'agents forcément dans ce travail-là, et j'ai rencontré beaucoup de personnes qui étaient fort intéressantes et qui m'ont permis aussi, qui m'ont bien accueilli parce que j'ai eu la chance d'aller dans des stades où, grâce au fait que j'étais recruteur de Saint-Étienne, bah, j'étais reçu de très très Ouais. bonne façon, quoi. Voilà, c'est surtout ça, quoi. Donc on voit les choses un peu différemment. Bon, on n'est pas placé derrière les buts, quoi. C'est ce que je veux dire. Voilà, donc on est plutôt bien reçu, quoi. Voilà. Vous l'avez dit, vous avez repris ensuite le fil de votre carrière d'entraîneur et vous n'avez pratiquement pas arrêté Ouais, pendant 10 ans jusqu'à cet été. C'est un métier qui est, paraît-il, très prenant, mais en même temps oui. très passionnel. Du coup, aujourd'hui, vous êtes dans quel état d'esprit là, ces dernières semaines? Est-ce que on profite justement de ce temps libre pour voir sa famille, pour faire peut-être, je ne sais pas, du golf ou d'autres activités, ou au contraire, on est dans le manque voilà, de revivre de sa passion? Alors moi, ça m'a fait du bien au tout début, et puis là, ça commence à picoter un peu, voilà, parce que on se rend compte des erreurs qu'on a pu commettre. J'en ai commis certaines, donc c'est évident. J'ai fait de bonnes choses durant ces 10 ans dont vous me parlez. Enfin, c'était même un peu plus de 10 ans, mais bon, c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, quand on vient de passer, un jour, il y a des gens qui ont comparé le rôle d'entraîneur à avoir la tête dans une machine à laver. Bah, c'est un peu ça quelquefois, vous voyez. C'est pas toujours ça parce qu'aujourd'hui, moi, avec le recul, l'âge, je prends les choses Mhm. avec un peu plus de détachement. Mais c'est vrai que quand on débute ou quand on est dans un club où les rencontres se multiplient, on n'a pas trop le temps de souffler, quoi. C'est parfois compliqué. Et donc là, aujourd'hui, on est avec le recul, sans avoir de couleur à défendre, une certaine neutralité. On prend un peu de hauteur et ça nous permet de voir, de chercher à analyser les choses. Tiens, si j'étais à sa place, qu'est-ce que je ferais à ce moment-là? Tiens, voilà, il fait rentrer tel joueur. Bah, moi, peut-être que j'aurais fait rentrer ce joueur-là. Après, il y a des options qui sont prises par certains entraîneurs. Et je trouve qu'elles sont parfois, enfin souvent même très intéressantes. Et puis quelquefois, on se dit tiens, c'est peut-être que moi j'aurais fait différemment, voilà. Et le tout, c'est de savoir si, c'est pas de se comparer, c'est de savoir pourquoi on aurait pris cette décision, par exemple, et ce que ça aurait pu apporter, voilà. Donc c'est pour ça que je regarde aussi beaucoup de matchs, j'écoute beaucoup d'analyses, j'écoute beaucoup de choses qui font que bah, ça peut m'apporter quelque chose, quoi, voilà. Quand on est dans la machine à laver, dès qu'on a un peu de temps libre, on essaie de s'échapper. Là, j'ai beaucoup de temps libre et j'ai presque envie d'être dans la machine à laver, quoi. Voilà, c'est surtout ça, quoi. Et donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui commence à me manquer tout doucement. Et j'espère trouver quelque chose dans les semaines qui vont venir. Mais on est aussi, comment expliquer ça? Il y a une logique. Je veux dire, il y a beaucoup de demandes et il y a très peu d'offres, quoi. Donc, pendant que j'étais entraîneur, il y avait d'autres personnes qui étaient au chômage. Voilà. Et aujourd'hui, c'est moi qui suis au chômage, il y a d'autres personnes qui entraînent. Voilà, c'est comme ça. Si on veut être entraîneur, il est clair il ne faut pas être impatient déjà, ça c'est la première des choses. Et puis après, bah, il faut accepter les règles du jeu, quoi. Mhm. Voilà. Si on ne veut pas se retrouver au chômage, il ne faut pas être entraîneur parce qu'il y a de fortes chances que déjà cette année, il y a quelques entraîneurs qui sont passés par la fenêtre, quoi. Donc c'est toujours regrettable, mais c'est comme ça. Et c'est la règle du jeu. On sait très bien que si les résultats ne sont pas à la hauteur de ce qu'on attend, tu perds 3 matchs de suite et tu es en Ouais. danger. Voilà. Donc c'est parfois compliqué, quoi. Et moi, j'ai eu la chance, justement, de rencontrer des gens durant ces années où je viens d'entraîner qui ont eu beaucoup de patience. Voilà, au Gazélec, la première année, je suis arrivé au mois de février, donc je ne peux même pas parler d'année, mais je suis arrivé en février. Le club était 20e, il fallait se sauver, on a perdu les 3 premiers matchs, on savait que c'était mort. Bah, et à la fin de l'année, les dirigeants m'ont dit maintenant, on veut continuer avec toi. Et à partir de là, on a mis des choses en place et on n'a fait que monter. Alors même si en Ligue 1, on est descendu honorablement, je dirais, puisqu'à la dernière journée, on joue encore pour se Mhm. sauver. Mais il faut avoir des gens qui vous font confiance, qui vous donnent un minimum de moyens. Et malheureusement, au Gazélec, ce n'était pas possible. Et pour que ça fonctionne. À Strasbourg, ça a été le cas aussi, parce que j'aurais très bien pu, la dernière année notamment, enfin l'avant-dernière année, c'était un peu complexe parce on faisait les barrages d'Europa League et c'était compliqué de gérer ça en début de saison pour nous parce qu'on jouait tous les 3 jours pendant 5 semaines. Donc on y a laissé beaucoup de gomme.
Mais la dernière saison, au bout de 11 matchs, on avait 2 victoires et 9 défaites. Aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a un entraîneur qui peut résister à ça. Et Marc Keller m'a fait confiance parce qu'il savait que sur les 4 années précédentes, on avait toujours rempli des objectifs et qu'on avait fait notre travail. Et il a bien fait de nous garder, puisque finalement, on s'est maintenu et que le club est toujours en Ligue 1 aujourd'hui. Voilà. Donc, il faut aussi tomber sur des dirigeants qui ne sont pas des fous du bouton rouge, quoi, voyez, parce que c'est facile d'appuyer sur le bouton, c'est clair. Mais après, quelquefois, on appuie sur le bouton et ce n'est pas la meilleure des solutions. Donc, et au PFC, la première année, tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de problème. Et la deuxième année, à un moment donné, on flirtait avec les 13, 14e places, je crois, un peu comme ça. Et pourtant, les dirigeants m'ont fait confiance et on a terminé 6e ex aequo. Voilà, donc c'était peut-être pas tout à fait l'objectif qu'on s'était fixé en début de saison, mais quoi qu'il en soit, c'était correct malgré tout. Donc, voilà, il y a aussi une confiance à installer. On a toujours l'impression que l'entraîneur, c'est quelqu'un qui doit uniquement s'occuper de ses joueurs. Mais non, non, parce que il y a un jour, le président d'Ajaccio m'a dit, tu sais quoi, maintenant, tu es à la tête d'une PME. Et en fait, c'est vrai, j'avais 10, 12 personnes sous mes ordres. Aujourd'hui, dans un staff de Ligue 1, un entraîneur peut se retrouver avec 15 ou 20 personnes sous ses ordres. Et il faut faire fonctionner tout le monde. Donc, il faut discuter avec ses joueurs, ça c'est une chose. Mais vous avez le staff médical, vous avez le staff technique, vous avez le président, vous avez les actionnaires, quelquefois qui ne sont pas les mêmes. Donc, il y a une relation à entretenir en tant qu'entraîneur avec beaucoup de personnes pour le bon fonctionnement d'un club. Et pour que les gens gardent leur vision positive de l'équipe, quoi, en fait. Voilà. Si les gens savent que tu donnes le maximum et que tu vas avoir des résultats quoi qu'il en soit, ils te feront confiance. Mais c'est sûr que si les gens sont peureux un peu, je dirais, ou manquent un peu de courage, ça peut aller vite, quoi. Ça peut aller très très vite, ouais, ça c'est clair. Par rapport à ce que vous venez juste de dire, le terme d'entraîneur, du coup, il est toujours adapté, ou il faudrait plutôt parler de manager maintenant, comme ça peut être fait en Angleterre, par exemple? Non, on parle de manager depuis très très longtemps. On est entraîneur sur le contrat, mais en fait, on est manager parce qu'on doit manager. Aujourd'hui, on passe plus de temps à discuter avec les gens sur des attitudes, sur des comportements, sur des motivations, sur des objectifs, que sur le terrain. Enfin, je veux dire, moi, personnellement, l'aspect tactique des choses, l'aspect physique aussi, malgré tout, mais ça m'importe beaucoup parce que je reste persuadé que si une équipe, si les joueurs, si on travaille bien sur le terrain, à la limite, il n'y a pas besoin de faire des tonnes de vidéos. J'entends des clubs où il y a des heures de vidéos par-ci, par-là. Je me dis, mais c'est pas possible, quoi. Je ne veux pas imposer ça à mes joueurs. Par contre, il est clair qu'il faut qu'il y ait un peu de vidéos de temps en temps. Ça, c'est une évidence. Il y a des moments où ça va sourire, puis il y a des moments où ça ne va pas sourire, bien entendu. Mais d'une manière générale, la trame, c'est de travailler sur le terrain ce qu'on veut voir le week-end d'après. Voilà. Analyser le match du week-end, travailler une première partie de semaine par rapport à ça, et puis après se projeter sur le match suivant et travailler certaines choses sur le terrain en fonction du match suivant. Et voilà, et c'est un éternel recommencement. Et vous êtes sur le devant de la scène tous les samedis ou tous les dimanches, peu importe pour ceux qui jouent le samedi ou le dimanche, quoi. Voilà. Donc il y a une remise en cause à chaque fois pour remettre les compteurs à zéro et repartir de l'avant. C'est ça qui est un peu, par moment, c'est ça qui est un peu déroutant parce que voilà, tu fais une bonne performance. Tu peux gagner 4-0 ou 5-0 un week-end, mais le week-end d'après, tu remets les compteurs à zéro et tu peux te faire étendre derrière. Voilà. Et inversement, tu peux en prendre 4 et tu sais que tu remets les compteurs à zéro aussi et tu repars derrière. Donc, à chaque fois, c'est ça qui est intéressant. Et il faut arriver à emmener. J'ai toujours dit qu'un entraîneur devait être entraînant, c'est-à-dire qu'il faut que tu amènes tout le monde avec toi, quoi. Et encore une fois, il n'y a pas que les joueurs à emmener avec toi. Parce que si le doute s'installe avec les actionnaires ou avec le président, voire avec le directeur sportif. Alors, ça a peut-être un peu moins de poids, mais notamment le président et l'entraîneur, la moindre faille, elle va être exploitée par les joueurs. Donc, on se doit toujours d'être entraînant, d'être motivant, d'être, communicant. Ça, c'est important. Alors, chacun communique à sa façon, hein, mais malheureusement, il faut communiquer. Je préfère informer, mais aujourd'hui, on préfère communiquer.
Il y a une petite nuance à mes yeux et elle est importante. Et la question de l'image aussi, j'avais pas forcément prévu de vous poser la question, mais vous avez été parfois caricaturé, notamment je pense à Julien Cazard. Ouais, ouais. Comment est-ce qu'on vit avec ça? Est-ce qu'on arrive à s'en débarrasser? Bah, de toute façon, vivre avec ça, j'ai pas trop le choix parce que quand je rencontre des gens, à chaque fois, c'était ouais, on adorait vos conférences de presse, vous nous manquez, ci ou ça. Bon, alors que moi, je suis pas entraîneur pour les conférences de presse. Voilà, c'est un peu ça le problème. Là, le dilemme que j'ai, c'est ça. C'est que les gens ne retiennent que l'aspect médiatique des choses, quoi. Voilà. Donc, j'ai pas envie de revenir sur Julien Cazard parce que je l'ai un peu secoué. Alors lui, il se gêne pas, il s'est pas gêné, donc je vois pas pourquoi moi je me gênerais, mais peu importe. Mais j'ai pas envie Oui, bien forcément de sûr. parler de lui parce que ce serait lui faire une pub qui est gratuite. C'est trop facile de faire ce qu'il faisait. Voilà, c'est se moquer des gens, il n'y a rien de plus simple. Mais quoi qu'il en soit, il est évident que si on creuse un peu, l'aspect médiatique des choses a fait que bah, les gens ne retiennent que ça. Voilà. Alors, ils retiennent aussi le fait qu'à Strasbourg, il y a eu de bons résultats, qu'on a eu des trophées, que, voilà, que le travail était bien fait quoi, d'une manière générale. Mais ce qui prime en premier, c'est pas le fait que j'étais sur le banc et que j'ai eu des bons résultats. C'est le fait que tu passes sur Canal Plus et il y a un humoriste, allez, je vais être gentil, je vais essayer d'être poli, un humoriste qui fait son boulot en faisant le clown et en caricaturant ou en se moquant même, il faut le dire, hein, parce que un garçon comme Stéphane Ruffier, par exemple, voilà, a été caricaturé aussi d'une manière assez sévère, je trouve, et injuste. Voilà, mais bon, c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez faire? On ne peut pas aller contre la machine médiatique, c'est très compliqué. Moi, j'ai eu personnellement des tiraillements, on va dire. Allez, je vais être gentil, pareil aussi, des tiraillements avec une certaine presse. Et puis voilà, qu'est-ce que vous voulez faire? Les gens, ils sont tous persuadés d'avoir raison. Donc, si vous savez mieux que moi, c'est pas la peine de me poser des questions. Vous savez mieux que moi, donc ne me posez pas la question. Parce que si vous me posez la question, je sais que je vais pas aller dans votre sens. Mais pas parce que j'ai envie de, par esprit de contradiction. Non, parce que moi, dans ce que je vis au quotidien avec les joueurs, dans le vestiaire, sur le terrain d'entraînement, durant les déplacements, au match, à l'hôtel peut-être, avec mon président, ça se passe pas comme ça. C'est pas votre vision, c'est pas la réalité. Donc après, vous pouvez dire ou écrire ce que vous voulez, mais si ça correspond pas à la réalité, ne venez pas m'en parler, parce que vous êtes sûr que je vais mettre les pieds dans le plat. Non, ça, c'est un peu compliqué parce que le niveau, notamment quand on est en Ligue 1, il y a un effet miroir. L'aspect médiatique des choses fait qu'il y a un effet miroir qui est grossissant, je dirais, et qui par moments peut être difficile à gérer. Même, on va prendre un exemple, à la période de Strasbourg, si tes joueurs te voient moquer comme ça, de la sorte, pas tous les week-ends, même si eux, au quotidien, ils vivent quelque chose qui est totalement différent, ça peut impacter leur Mmh. réflexion par rapport à leur entraîneur. Voilà, tout simplement. Donc, c'est des choses que tu peux avoir à gérer aussi à un moment donné. Voilà. Moi, c'était surtout à ce niveau-là que ça me gênait, quoi. En parlant de tout ça, on voit que vous êtes encore très, très combatif, très, très dynamique. Voilà, on sent qu'il y a encore beaucoup d'envie. Vous aurez 60 ans au mois de février. Comment est-ce que vous voyez la suite de votre carrière? Bah, j'espère trouver quelque chose en tant qu'entraîneur, hein, un poste en tant qu'entraîneur, j'ai dit tout à l'heure, dans les semaines qui viennent. Après, si ça ne se fait pas, ben, on verra. Aujourd'hui, je n'ai pas l'urgence que j'avais il y a quelques années avant d'aller à Saint-Etienne comme recruteur, par exemple, où je suis resté 21 mois au chômage. Je n'ai pas cette urgence parce que bah, depuis, j'ai fait des choses qui m'ont apporté pas mal de choses, et notamment un certain confort matériel, je vais dire. Mais il est évident que j'ai encore la motivation pour partager des choses parce que c'est avant tout du partage. Malgré tout ce que je viens de vous dire, j'ai encore l'envie de partager avec Mhm. beaucoup de personnes, même si parfois, encore une fois, c'est compliqué. Mais j'ai envie de partager les choses, de voir grandir certaines personnes parce que je suis certes un entraîneur manager, on va dire, mais je suis avant tout à la base un formateur. Et il n'y a rien de plus beau que de prendre un jeune, de le développer et puis de le voir partir dans un grand club et puis réussir, devenir international, faire une Coupe du Monde à l'image de Youssouf Fofana, par exemple, qui est parti de Strasbourg, que j'ai lancé. Qui a bien marché. Et puis aujourd'hui, voilà, il est en équipe de France, il a participé à la Coupe du Monde. Mohamed Simakan à Leipzig aussi. Enfin bon, il y en a beaucoup. Anthony Cassi, il y a des tonnes de joueurs qui sont sortis et qui aujourd'hui voilà, font les beaux jours d'autres clubs. Et c'est ça le plaisir. Alors attention, hein, que les choses soient claires, je ne suis pas le seul à avoir fait ça. Ce que je veux dire par là, c'est que pour moi,
Ça, c'est très valorisant. C'est très valorisant de voir des joueurs qui, après coup, se disent « Ouais, c'est vrai, le coach, il était rigoureux, il était dur, mais il était juste. Et surtout, il nous a fait Mmh. progresser. » Voilà, moi, ça, c'est ma récompense. C'est ma récompense. Voilà. Après, avec la majorité des joueurs, ça se passe bien. Et puis, quelquefois, avec une minorité, ça peut être un peu plus compliqué. Mais si les joueurs ont envie de travailler, si les joueurs ont envie de progresser, ben, je suis là, il n'y a pas de problème. Et j'essaie de tout faire pour faire avancer les gens, pour les faire prendre la bonne direction et savoir que ben voilà, c'est pas un long fleuve tranquille. Ça peut être brutal, même le football par moment, comme la vie de tous les jours, hein, c'est brutal. Et donc, il faut tout faire, quand on est dans ce milieu-là, il faut tout faire pour aller vers l'excellence, pour aller vers le top, de façon à pouvoir vivre des aventures et des émotions qu'on ne connaîtra jamais ailleurs, quoi. Voilà, c'est surtout ça, quoi, qui est important. Et ces émotions-là et ces aventures, on ne les connaît que si on a des bons résultats. Si on joue tout le temps le maintien ou qu'on descend, c'est beaucoup moins marrant, je le confirme. C'est beaucoup moins marrant que de jouer le haut du tableau et d'avoir des résultats. Eh bien, écoutez, je vous souhaite en tout cas de trouver un challenge qui vous anime. Et puis, je vous remercie d'avoir accepté l'invitation et je vous dis peut-être à bientôt sur un des bancs de Geoffroy Guichard. J'espère, on verra ça. Au revoir. Merci à Thierry pour sa disponibilité et à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Je compte maintenant sur vous pour aider ce podcast à grandir en lui mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et Spotify. Partagez aussi cet épisode à vos proches et sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez d'ailleurs venir me parler sur Facebook, Twitter et Instagram ou m'écrire à dessous-de-verre@gmail.com. À bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!